Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et notre cher ami Larry Wilkerson est avec nous. Bienvenue. Je dois venir dans ton émission, Nima, juste pour savoir quelle est la date. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Larry, permettez-moi de commencer par ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec l'affaire Epstein. Ces dossiers Epstein divisent d'une certaine manière le Parti républicain, créant un certain chaos en son sein. Donald Trump est intervenu et a qualifié Marjorie Taylor Greene de traîtresse, ainsi que Thomas Massie. Et aujourd'hui, Marjorie Taylor Greene a répondu à Donald Trump. Voici ce qu'elle a dit. L'a fait en se battant si durement contre les personnes les plus puissantes du monde, y compris le président des États-Unis, pour que ce vote ait lieu aujourd'hui. On m'a traité de traître par un homme pour qui je me suis battue pendant 6 ans, et je lui ai donné ma loyauté gratuitement. J'ai remporté ma première élection sans son soutien, en battant 8 hommes lors d'une primaire. Je ne lui ai jamais rien dû, mais je me suis battue pour lui. Pour les politiques et pour l'Amérique d'abord. Et il m'a traité de traître parce que je me tenais aux côtés de ces femmes et que je refusais de retirer mon nom de la pétition de décharge. Laissez-moi vous dire ce qu'est un traître. Un traître est un Américain qui sert des pays étrangers et ses propres intérêts. Un patriote est un Américain qui sert les États-Unis d'Amérique et les Américains comme les femmes qui se tiennent derrière moi. Et je veux vous dire que tout cela n'a été possible aujourd'hui que parce que le peuple américain que nous représentons ici au Congrès a exigé que ce vote ait lieu. Ils ont exercé plus de pression sur chaque politicien élu de cette ville qu'on n'en avait jamais exercé auparavant. Et aujourd'hui, vous allez probablement voir un vote unanime à la Chambre pour la publication des dossiers Epstein. Mais le combat, le vrai combat, commencera après cela. Oui, tant mieux pour elle. Et elle a raison. Le vrai combat approche, tout comme le vrai combat autour de la soi-disant résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour Gaza. Ces choses que Trump commence sans savoir comment les terminer me font vraiment peur. Que ce soit le Venezuela, Gaza, la Syrie, l'affaire Epstein ou l'un des autres scandales dans lesquels il est empêtré, tout cela m'effraie parce que il commence, s'arrête, recommence, s'arrête et finit par se retrouver selon lui. Et il a un certain flair pour ce genre de choses, là où ça lui fera au moins le moins de tort possible. Et pourtant, ce que nous découvrons, c'est que 48 à 96 heures plus tard, une semaine ou peu importe, cela cause un maximum de dégâts au pays. Parfois, cela l'atteint aussi. Mais c'est vraiment effrayant, ce que Marjorie Taylor Greene a dit là. Je l'avais écouté avant que tu ne me la fasses entendre, et j'étais stupéfait de l'entendre dire ce qu'elle a dit. Mais j'ai été tout aussi frappé par les commentaires de Trump à son sujet, parce qu'elle a raison. Elle a été l'une de ses plus fidèles partisanes. Et elle a aussi raison de dire qu'elle a mené un combat difficile en Géorgie. J'ai vécu une grande partie de ma vie en Géorgie. Je sais à quel point ce combat a été rude. Et je sais qu'elle, contrairement à beaucoup de membres du Congrès de nos jours, qui ne restent plus en contact avec leurs électeurs, le fait réellement. Marjorie Taylor Greene fait quelque chose, change d'avis, se déplace dans un sens ou dans l'autre, généralement en fonction de ce qu'elle entend de ses électeurs. C'est pour cette raison qu'elle a été élue et réélue. Et lui faire cela, que Trump sorte et dise une chose pareille, je m'attends à ce qu'il essaye de trouver un moyen de se rattraper auprès d'elle d'une manière ou d'une autre. Il ne présentera pas d'excuses, mais il fera quelque chose.
car c'est une personne très, très importante à avoir perdue. Et s'il persiste, il la perdra complètement. Mais en même temps, je dois dire ceci, et je ne le dis pas de beaucoup de membres du Congrès de nos jours, la nation pourrait bien la retrouver. Chaque fois que Donald Trump parle du dossier Epstein, il dit que tout cela concerne les démocrates et qu'ils ont beaucoup à perdre avec ces dossiers. Mais pourquoi protège-t-il les démocrates s'il les considère comme ses ennemis? C'est une question énorme. J'ai eu une discussion ce matin avec des gens qui en savent probablement plus que moi sur l'affaire Epstein. Et ma question pour eux, je l'ai simplement lancée comme un os à ronger, était pourquoi Trump se serait-il rétracté à moins qu'il n'ait arrangé les choses? Il ne se serait pas rétracté à moins que Kash Patel, Pam Bondi et le reste de cette équipe douteuse n'aient mis le plan en place. Seules certaines choses vont être publiées. Seules les données concernant les démocrates vont être rendues publiques. Ils ont fait quelque chose. Ils ont manipulé les données. Peu importe. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne miserai pas là-dessus. Et il y avait une sorte de consensus à ce sujet parmi le groupe avec lequel je parlais. Mais ils ont aussi dit qu'il avait vu les dégâts politiques qu'il subissait en ayant retenu les choses qu'il avait dit qu'il ferait et en ne les faisant pas. Et il a attendu et dit, eh bien, il vaut mieux souffrir un peu que de beaucoup souffrir. Et je suis sûr que la direction du Parti républicain, même si je n'ai pas beaucoup de foi en leur capacité à défier le président, a peut-être dit quelque chose à ce sujet, en particulier Johnson, sur le fait que cela cause vraiment des dégâts. Parce qu'elle a raison, je pense, quand elle dit que ce sera un vote massif. Et ce vote massif va montrer où le peuple américain veut que son Congrès aille sur ces questions. Se tenir devant ces femmes, c'était, vous savez, normalement je dirais que c'était une mise en scène politique. D'accord, Marjorie Taylor Greene est une politicienne, il y a peut-être un peu de mise en scène là-dedans. Mais je vais dire qu'elle est sincère. Et je vais dire que ces femmes croient qu'elle est sincère. Et c'est là que réside la chimie importante. Parce que nous perdons tous le contact avec ce qui arrive aux gens. Que ce soit les Gazaouis, impitoyablement massacrés, encore maintenant, même avec un cessez-le-feu en vigueur. Ils sont tués à un rythme effroyable parce que Netanyahou ne respecte absolument pas les cessez-le-feu. Je viens d'écouter Ben Gvir parlant de l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, le qualifiant de bizarre, disant que Netanyahou doit assassiner Abu Mazen immédiatement, qu'ils doivent assassiner tous les dirigeants qu'ils peuvent attraper. C'est Ben Gvir en hébreu, bien sûr, avec des sous-titres en dessous. Et elle est là dehors, une politicienne, tout comme cet imbécile, et elle dit quelque chose de sincère. Et pour la première fois, il y a un membre du Congrès qui trouve un écho auprès du peuple américain. Et Trump l'a traité de traîtresse. Cela ne colle pas. Ça ne colle pas. Cela va encore plus lui nuire. Voici le frère d'Epstein. Il affirme que les dossiers Epstein sont expurgés pour protéger les républicains. Voici ce qu'il a dit. Ce qu'on m'a dit récemment, c'est que la raison pour laquelle ils vont publier ces documents et la raison de ce revirement, c'est qu'ils sont en train de nettoyer les dossiers. Il y a un site à Winchester, en Virginie, où ils effacent les fichiers pour en retirer les noms républicains. C'est ce qu'une source assez fiable m'a rapporté. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Je suis républicain. Tu sais, je reçois encore des emails comme si j'étais un fidèle républicain. Je reçois des messages qui me révèlent des choses. Je n'en reviens pas. J'ai dit à une personne qui n'avait pas vraiment d'importance, donc je pouvais lui dire, parce que je ne veux pas couper le contact. Tant qu'ils veulent me confier leurs secrets, je continuerai d'écouter.
Je lui ai dit, sont-ils stupides? N'écoutent-ils pas Nima Al-Khorshid? N'écoutent-ils pas le juge Napolitano? Ne savent-ils pas ce que je dis? Mais je reçois encore des emails. Je reçois encore des emails de leur part. Je n'en recevrai probablement plus maintenant. Larry, something so strange is going on with the Trump administration because Il se passe quelque chose de vraiment étrange avec l'administration Trump. Vous vous souvenez, quand ils ont essayé d'assassiner Donald Trump à 2 reprises, nous ne savons rien des personnes qui ont tenté. L'un d'eux a été tué, et rien n'a filtré après cela. Et avec Charlie Kirk, c'est la même chose. Il boucle l'affaire. C'est incroyable, comme il referme tout. C'est fait, c'est classé, et personne n'en parle vraiment. Et maintenant, avec les dossiers Epstein, à chaque fois, vous savez, ce n'est pas Joe Biden à Washington. Chaque fois que Trump s'exprimait, il disait « Ce sont les membres de l'État profond. Je vais renverser l'État profond. Je vais faire quelque chose à ce sujet. » Mais il s'agit de Donald Trump et de son administration. Et ils ne font rien pour clarifier ce qui se passe dans ces affaires, pour l'opinion publique, pour les gens qui ont voté pour lui. D'accord. Eh bien, c'était le contexte des remarques de Marjorie Taylor Greene. Elle disait, « Vous aviez promis de faire cela, rendre l'Amérique à nouveau grande. Et ce que vous faites, c'est ceci, transformer l'Amérique en désastre, surtout pour ces femmes derrière moi, qui ont parfaitement le droit d'être ici, derrière moi, à réclamer une forme de justice. » C'est vraiment ce qu'elle voulait dire dans une perspective plus large. Je pense que nous avons perdu Nima. À part envoyer des agents de l'ICE dans les villes démocrates pour faire Dieu sait quoi, nous avons perdu les forces de l'ordre dans ce pays. Je ne pense pas que nous ayons un élément raisonnable des forces de l'ordre au niveau fédéral en particulier. Mais comme ils ont intimidé une grande partie des forces au niveau des États par le biais des déploiements de l'ICE et d'activités similaires, nous n'avons plus de véritable application de la loi fédérale. Nous n'avons pas de ministère de la justice. Vous avez entendu les chiffres. 60% des avocats du ministère de la Justice sont partis. Ils ont soit été renvoyés, soit sont partis de leur propre gré. C'est pire que pendant mon administration, lorsque, au cours des 4 premières années de l'administration de George W. Bush, nous avions perdu environ 40% des avocats parce qu'ils étaient dégoûtés par George Bush et avaient trouvé de meilleures opportunités ailleurs. Ce ne sont pas des gens qui manquent d'occasion. Ce sont des avocats, bon sang. Et nous avons maintenant perdu 60% d'entre eux. Nous sommes démunis. Il suffit d'écouter Patel témoigner devant le Congrès pour comprendre que nous n'avons aucune direction au bureau. Nous n'avons apparemment aucune direction nulle part au bureau. Et nous n'avons certainement aucune direction au ministère de la Justice. Ce que nous avons, c'est une boule de démolition qui va et vient, détruisant tout sur son passage et bloquant tout ce qui est anti-Trump, anti-MAGA ou anti-eux. Regardez ces témoignages au Congrès, ils sont mis en scène. Ils sont organisés pour qu'ils puissent simplement pontifier. Et que ce soit un idiot comme Adam Schiff ou une personne plus décente posant les questions, Angus King par exemple, du Maine, tout cela n'est qu'un jeu. C'est un jeu qui consiste à marquer des points contre tel ou tel membre du Congrès, sénateur ou autre. C'est tout ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de trouver la justice, l'application de la loi ou quoi que ce soit qui y ressemble. Il s'agit de marquer des points politiques. Il n'y a pas d'application de la loi. Il n'y a pas d'application de la loi. Alors, pourquoi quelqu'un s'étonnerait-il que nous attaquions des gens et les tuions en haute mer sans aucune procédure légale? C'est une situation pitoyable, vraiment. Je veux dire, je crois que c'était James Madison qui a dit que si les hommes étaient des anges, nous n'aurions pas besoin de loi, ni de gouvernement. Eh bien, la loi est ce qui empêche les hommes qui ne sont pas des anges
de devenir de véritables démons. Et nous avons détruit la loi dans ce pays. Nous avons pratiquement détruit la loi sur les hautes mers. Nous avons détruit une grande partie du droit international dont nous étions autrefois de fervents partisans. Et nous sommes en train de détruire rapidement notre propre droit national. Donc, je n'ai aucune idée de la direction que nous prenons, Nima, mais ce n'est pas un bon endroit. Et je suis d'accord avec ceux qui sont arrivés à cette conclusion ce matin que Trump a arrangé les choses. Bondi, Patel, quelqu'un a arrangé ça, probablement quelqu'un sous leurs ordres, de manière à ce que les républicains ne s'en sortent pas trop mal dans ce qui va être révélé, et que les démocrates et d'autres s'en sortent très mal. C'est comme ça qu'ils ont arrangé les choses. Ce sera évident. Larry, est-ce que c'est seulement une question de républicains ou y a-t-il quelque chose au-delà de ça? Peut-être Israël, peut-être autre chose. Parce que s'ils avaient eu quelque chose contre Donald Trump lui-même, ils l'auraient révélé bien avant qu'il ne soit élu président des États-Unis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le chantage a une drôle de manière d'agir, surtout quand il est soutenu par autant d'argent. Et celui-ci était probablement appuyé par près d'1 billion de dollars, si l'on additionne tous les différents milliardaires impliqués. Quand on dispose d'autant d'argent, disons seulement un demi-billion de dollars, on peut soudoyer beaucoup de gens. On peut faire chanter beaucoup de gens. Et quand cela implique autant de noms célèbres, il devient doublement dangereux de s'y opposer, car on pourrait bien finir mort. Je regardais une vieille interview de Tucker Carlson. Dans cette interview, Tucker dit « Eh bien, tu ne veux pas choisir Marco Rubio comme vice-président. » Il recommande cela à Donald Trump. Pourquoi? Eh bien, il veut que tu choisisses J.D. Vance. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas choisir Marco Rubio, sinon ils t'assassineront. Regarde ça. Ils t'assassineront parce qu'ils veulent que ce fils de salaud néoconservateur devienne président des États-Unis. Et c'est la seule façon pour lui d'y arriver. Tucker a raison. Je veux dire, les mots sont sortis de sa bouche dans la vidéo, donc je dois supposer que c'était une bonne représentation de son conseil à Trump. Ne choisis pas Rubio, choisis Vance. Parce que si tu choisis Rubio, ils t'assassineront. En fait, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe sur X, mais les sionistes font circuler l'idée que Rubio, avec Ted Cruz, seraient les candidats pour 2028. Ils ne veulent pas de J.D. Vance. They don't want J.D. Vance. N'en doutez pas une seconde. N'en doutez pas une seconde. J'ai regardé un type hier. Je crois que c'était hier. Je suis tombé dessus par hasard. C'est un jeune prédicateur. Et il expliquait quelque chose. Et il se trouve que, bon, pour être honnête, quand j'étais en terminale, j'ai eu un moment où j'ai envisagé d'aller au séminaire. J'ai eu ce moment où je me suis dit que je pourrais vouloir devenir pasteur, prélat chrétien, pasteur chrétien, ou quelque chose du genre. J'ai fini par passer à autre chose, mais j'ai eu ce moment-là. Alors j'ai entrepris une étude approfondie de tout ce que je pensais devoir savoir, apprendre et tout le reste. Tout ça pour dire que j'ai regardé ce type qui en était à ce stade de sa vie, où j'étais moi-même à l'époque, sauf qu'il était un peu plus avancé. Lui, il avait réellement pris la décision. Et il avait beaucoup étudié. Et j'ai été impressionné par sa maîtrise à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament dans la religion chrétienne. Et voici ce qu'il a dit, en substance, et il a raison. Le Nouveau Testament était une répudiation complète de l'Ancien Testament. Une répudiation complète. Le Christ a rejeté œil pour œil, dent pour dent. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Et toutes ces choses auxquelles Ted Cruz prétend croire et sur lesquelles il fonde ses décisions en matière de sécurité nationale. Israël, Israël, Israël. Et ce type avait raison. Le Christ est venu sur terre dans l'image du christianisme que nous devrions tous voir.
Et si nous devons y croire pour répudier cet Ancien Testament et ce vieux Dieu. Le nouveau Dieu était un Dieu de pardon que le Christ représentait. J'ai toujours eu un problème avec cela, parce que ce n'est pas vraiment du monothéisme. Il y a trois personnes, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu. Tu l'entends, si tu es catholique, comme l'était ma femme, tu l'entends chaque fois que le prêtre traverse l'allée, tu vois? Alors, comment diable peut-on avoir Ted Cruz et des gens comme John Hagee et tous ces autres qui fondent leur christianisme, note bien, leur christianisme, ils ne rejettent pas ce terme, sur l'Ancien Testament. Comment peux-tu faire ça? Eh bien, tu le fais de la même manière que Trump dirige son administration. Tu mens tout le temps, tu triches tout le temps, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es ignorant, tu es stupide. Toutes ces choses s'appliquent à un moment ou à un autre, probablement. Mais c'est une répudiation complète de tout ce que représente Jésus que de revenir à l'Ancien Testament, d'en citer des passages et de dire que c'est cela, le christianisme. Le Christ n'était même pas encore né. Désolé, nous avons eu Donald Trump félicitant le Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir adopté sa résolution visant à établir une soi-disant force internationale à Gaza. J'ai Matthew Julian Barnes dans The Guardian ce matin. Il semble qu'ils vont déployer 20 000 soldats à Gaza d'ici janvier 2026. Et ces troupes viendront d'Égypte et, si je ne me trompe pas, de Turquie. Dizzy. Indonésie. Quelle est votre opinion sur la résolution de l'ONU? Et comment comprenez-vous le comportement de la Chine et de la Russie? Je n'ai pas beaucoup de mal à isoler mon opinion sur la Chine et la Russie. Ma première réaction a été de dire « veto, veto ». Mais ensuite, j'y ai réfléchi. J'ai mis mes émotions de côté et je me suis demandé pourquoi. La Chine surtout, mais la Russie aussi. Pourquoi opposer un veto à quelque chose qui va provoquer la chute de votre principal adversaire dans le monde? Pourquoi ne pas simplement s'abstenir, laisser passer et regarder le désastre se dérouler? Je suis assez convaincu que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont ressenti cela. Donc, ils n'allaient pas y opposer leur veto. Julian Barnes, comme je le mentionnais, a publié un article dans The Guardian ce matin. Julian Barnes, as I was mentioning, in The Guardian has a piece this morning, and he's kind. He's kind. He says, what a Il est gentil. Il est gentil. Il dit, quel accord bizarre. Quel accord bizarre. Il ne le démonte pas vraiment. Il essaye simplement de l'expliquer, d'en dire le sens, qui fournira les forces de maintien de la paix, ce que fera Abu Mazen, ce que fera le Hamas, ce que fera Tony Blair, ce que fera Donald Trump. Tout cela. Si l'on regarde ce qu'ils ont mis en place par opposition à ce que préparait l'Assemblée générale de l'ONU, que cela rend désormais caduque, l'accord de l'Assemblée générale de l'ONU aurait été un bon accord, car il n'aurait pas mis en avant les personnages habituels. En même temps, je dis que ce sera un accord corrompu dès le départ, et que ce seront des maîtres coloniaux qui manipuleront une situation qu'ils veulent arranger pour le bien d'Israël. En réalité, comme je l'ai déjà dit, pour leur propre bien. Mais Israël n'est qu'un outil. Ce sera simplement une élimination plus lente des Palestiniens, et cela paraîtra plus acceptable aux yeux du monde. Et Tony Blair en sera l'orchestrateur. C'est vraiment ce que c'est. Regardons cependant les faiblesses. Que pourrait-il se passer à mesure qu'ils avancent? Ben Gvir a déclaré dans ses remarques que tant qu'il y aurait un codicile, une ligne, une partie de l'accord mentionnant un futur État palestinien, c'était une totale abomination. Alors, comment maintenir un régime en Israël qui dépend de personnes comme Smotrich, Ben Gvir et bien d'autres? J'ai de nouveau regardé les sondages, Nima. Ils n'ont pratiquement pas changé.
Environ 80% des Israéliens juifs approuvent toujours les avancées et le plan de Netanyahou. Un pourcentage légèrement plus élevé est d'accord avec la portée générale de ce à quoi il s'oppose concernant un État palestinien. Juste en dessous de cela, une nette majorité de juifs israéliens estime que tous ces meurtres sont justifiés et doivent continuer, voire s'intensifier et devenir plus violents. Alors, comment prendre ce corps politique et y placer une direction qui serait, au mieux, complaisante et au pire, totalement favorable à cet accord? Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Donc le principal grain de sable dans l'engrenage va être ton principal antagoniste en ce moment. Ce sera Israël. C'est comme prendre l'Ukraine, par exemple. Je suis sûr que tu veux en parler. Nous y viendrons, j'en suis sûr. Mais c'est comme prendre l'Ukraine et dire « Oh, nous pouvons avoir la paix tant que nous avons 200 000 nazis. » Comment diable peut-on avoir la paix avec 200 000 nazis? C'est impossible. Totalement impossible. Donc, je ne sais pas comment tu gères l'un ou l'autre, mais je sais que ce que Gaza va présenter, c'est plus de la même chose, à un rythme plus lent, et probablement la sortie de scène de Netanyahou, avec quelqu'un d'autre arrivant, pour donner une apparence de conformité d'Israël. Mais il n'y aura rien pour les Palestiniens. Et alors la question devient, parce que Ben Salman et d'autres, j'en suis sûr, de son acabit dans le monde arabe, ont dit, s'il n'y a pas de voie vers un État palestinien, vous n'aurez pas notre signature sur l'accord. Eh bien, ils peuvent brouiller les pistes. Ils le font depuis longtemps, tant que quelqu'un leur dit, comme Donald Trump, qu'il y aura un État palestinien. Mais leur peuple verra bien qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Vous voulez un deuxième printemps arabe? Vous voulez une deuxième intifada, d'un type opposé? C'est bien ce vers quoi nous nous dirigeons. Ces dirigeants, à bien des égards, surtout Sisi, et dans une certaine mesure, le dirigeant en Jordanie et certainement le dirigeant au Liban, tiennent à peine le coup. Vous ne pouvez pas satisfaire la majorité des populations du monde arabe si votre promesse d'un État palestinien, d'un État arabe, d'un État palestinien, est perçue comme une absurdité impossible. Alors, comment allez-vous gérer cela? Et puis la question ultime, comment allez-vous gérer? Ça arrive encore, Nima. Comment allez-vous gérer Netanyahou lorsqu'il repartira en guerre contre l'Iran? Cela arrive encore. Je n'ai pas changé d'avis. Cela arrive encore. Et je pense que nous sommes complices de cela aussi. Et c'est ce qui me trouble le plus dans cette affaire où il tient ses propos belliqueux sur le Nigeria, où il positionne des forces au large du Venezuela, la véritable menace que nous avons dans le monde, que nous rendons plus intense chaque jour. La Chine et la menace que nous rendons plus intense chaque jour venant de la Russie. Et nous faisons tout cela en même temps que nous promettons à Netanyahou que nous ramasserons les morceaux après qu'il se fera écraser par l'Iran. Et je pense que Trump est sérieux à ce sujet. Je pense qu'il est sérieux à l'idée de se ranger du côté de Netanyahou. Donc, pour tout dire, cet accord n'a pas la moindre chance d'être positif pour les Palestiniens. Cet accord n'a pas la moindre chance d'être positif pour les Palestiniens. Point final. Oui, Larry, puisque tu as mentionné l'Iran, hier, les médias iraniens ont révélé pour la première fois que des F-14 Tomcats iraniens avaient été utilisés pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Il semble, d'après eux, qu'ils aient eu une sorte de combat aérien avec des F-15 israéliens. Et je ne sais pas. Ils fabriquaient des pièces. Nous les avons vus faire cela. Dans mon administration, nous les avons vus faire cela. Ils fabriquaient des pièces. Ils avaient appris à fabriquer des pièces pour les F-14, ou quelqu'un leur avait appris. Je soupçonne que c'est eux qui l'ont fait. Bref, allez-y.
Je suis désolé. Selon vous, vous avez mentionné qu'Israël pourrait attaquer l'Iran. Je suppose que votre analyse est juste, car en Iran, ils disent la même chose. La guerre arrive. Ils ont envoyé un message à toute la population iranienne, indiquant qu'en décembre, il y aura une attaque contre l'Iran et que l'Iran va riposter. Comment cela, si cela se produit, va-t-il influencer la situation en Palestine? C'est une bonne question, parce que cela va pratiquement anéantir Israël. Si j'étais les Palestiniens, et par là, bien sûr, j'entends le Hamas, le Djihad islamique et tous les autres, le Hezbollah, je bondirais. Je n'hésiterais pas une seconde. Je bondirais. J'attaquerais de tous les côtés, de tous les flancs, depuis chaque endroit où je pourrais rassembler des combattants et des munitions. J'entrerais et j'abattrais la bête. C'est ce que je ferais en tant que professionnel militaire. Mais cela soulève la question, que va-t-il arriver aux Palestiniens? Parce qu'ils sont pris entre deux feux. Ce n'est pas comme si tous les Palestiniens étaient des terroristes ou des combattants, comme les Juifs aiment le dire, comme Netanyahou aime le dire. Mais les Juifs en Israël croient cela aussi. Ils pensent que tuer un bébé de 4 ans est intelligent, car il deviendra un terroriste. Ils sont tous considérés comme sous-humains de toute façon, donc on les forme dans le ventre de leur mère à devenir des terroristes. Alors, on les tue avant qu'ils ne sortent du ventre, ou juste après leur naissance. C'est ce qu'ils croient, Nima. Donc on se retrouve vraiment avec un sacré désordre. Je veux dire, les Palestiniens essaient de survivre au milieu de ce qui sera une réaction massive de l'Empire. Probablement, si nous sommes encore capables d'une action massive. J'attends de voir ce qui va se passer avec le Venezuela, car cela pourrait être extrêmement embarrassant pour Donald Trump s'il essaie vraiment quelque chose. J'espère qu'il y a au Pentagone quelques esprits lucides qui lui disent que toute action allant au-delà, disons, d'une opération clandestine ou d'une combinaison mi-clandestine, mi-ouverte, visant à capturer Maduro ou à isoler telle ou telle installation serait insensée. Si nous tentons une attaque totale contre le Venezuela, nous serons complètement vaincus. Vaincus. Autrement dit, il pourrait couler notre porte-avions et peut-être d'autres bâtiments de combat. Je veux croire que si l'armée lui a donné des conseils raisonnables et que Hegseth ne les a pas déformés entre-temps, nous ne ferons rien d'aussi stupide. Tout cela relève surtout de la fanfaronnade de Trump en haute mer. Il est facile de tuer un pêcheur dans un bateau avec un missile intelligent. Ce n'est pas la même chose que de prendre le Venezuela. J'espère donc que ce n'est que de la fanfaronnade. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons découvrir, plus vite que je ne le pensais, à quel point l'armée des États-Unis est incompétente à cause de ce que nous lui avons fait. Nous l'avons pratiquement éviscéré, et les entrepreneurs de la défense, dans leur quête de toujours plus d'argent à n'importe quel prix, ont tout simplement relégué notre système d'acquisition, notre système d'approvisionnement en armement, tout, au second plan en matière de priorité. Nous ne savons plus rien fabriquer. Nous ne pouvons rien produire. Nous ne pouvons pas vraiment nous réapprovisionner assez vite pour une guerre. Alors, la question me vient à l'esprit chaque jour. Et si quelqu'un mettait notre bluff à l'épreuve? Alors, nous en viendrions à utiliser des armes nucléaires. Et si quelqu'un mettait notre bluff à l'épreuve, en particulier quelqu'un comme Poutine ou Xi Jinping, ou même le Venezuela d'ailleurs, dans une situation où nous serions pris dans un bourbier, dans la jungle ou ailleurs, et que nous commencions à frapper d'une manière qui n'est tout simplement pas celle dont nous devrions mener une guerre. Que se passerait-il alors? Que se passerait-il si le reste du monde nous abandonnait de manière vraiment significative et profonde?
Et les gens continuent de dire, eh bien, cela n'arrivera pas, parce que nous avons tant de guerres, tant de liens à travers le monde qui nous rattache à tel ou tel pays. Et nous exerçons tant de pouvoir sur eux grâce au système financier et à notre puissance économique en général, et ainsi de suite. Et je leur demande, avez-vous regardé cela récemment? L'avez-vous vraiment examiné récemment? Par exemple, avez-vous vu l'article paru récemment dans le magazine Fortune, auquel même Richard Haas a ajouté sa voix? Un peu tard, Richard, mais au moins il y est. On l'appelle maintenant le Paul Revere de la crise économique qui confronte l'Empire. Eh bien, ce n'est pas seulement une crise économique. Le fait est que nous avons été totalement irresponsables, financièrement et physiquement, pendant un demi-siècle. Et maintenant, nous en payons le prix. Il suffit de se lancer dans ces petites guerres locales, mais ce ne sont pas le genre de conflits qui vont résoudre nos problèmes. Ce sont des guerres qui ne feront qu'aggraver et approfondir les difficultés. Le genre de guerre que Trump envisage avec le Venezuela, le Nigeria ou tout autre endroit où il voudra frapper ensuite. J'espère sincèrement qu'il ne fait que se défouler. Mais je suis vraiment inquiet pour le Venezuela, parce que j'entends des choses très étranges à propos de Maduro et des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Au fond de ce que j'entends, c'est que Trump n'a en réalité aucun différend avec Maduro au sujet de la drogue, de l'immigration ou de quoi que ce soit d'autre mentionné publiquement. Ce qu'il met vraiment en colère contre lui, c'est ce que ce groupe de Vénézuéliens et d'Israéliens lui a dit être le véritable problème avec Nicolás Maduro, qu'il aurait utilisé Dominion pour truquer l'élection en faveur de Joe Biden. C'est là la véritable frustration de Trump à l'égard de Maduro. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, je me suis dit, c'est absurde. Comment peut-il vraiment croire ça? Cela vient de Laura Loomer, de Sidney Powell. Vous vous souvenez de Sidney Powell? Comment peut-il y croire? Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi fait-il tout ce tapage à propos du Venezuela? Et qu'est-ce qui pourrait le plus l'alimenter? De quoi se soucie-t-il le plus? Il se soucie du fait qu'il n'a pas perdu l'élection. Il ne l'a pas perdue. On la lui a volée. Et Nicolás Maduro a utilisé Dominion pour truquer l'élection. C'est ce que Laura Loomer lui dit. On ne pourrait pas inventer un tel scénario. Quand je l'ai entendu, j'ai pensé, oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais j'y ai réfléchi encore et encore, et je me suis dit, c'est bien ce qui mettrait Trump vraiment hors de lui, tu vois, parce qu'il déteste le fait d'avoir perdu cette élection, et il ne croit pas qu'il l'ait perdue. Et si Maduro la lui avait prise, oh mon Dieu, des choses étranges. Je te le dis, je n'aurais jamais cru parler d'affaires de sécurité nationale à travers le prisme d'événements aussi absurdes. Oui, exactement. Trump a apporté tout cela à la Maison-Blanche, tout, ces absurdités. Chaque fois que vous écoutez Pam Bondi, chaque fois que vous écoutez Kash Patel, chaque fois que vous écoutez ce cinglé qui est, eh bien je ne le dirai pas, n'importe quel membre du cabinet de cette administration, la sécurité intérieure. Vous savez, la femme qui aime se promener en jean et prétend être une agente de l'ICU à Chicago. Oui, je veux dire, c'est le groupe de personnes le plus étrange, le plus bizarre de la planète. Et le plus drôle, enfin, pas drôle, le plus triste, c'est que le député moyen, le sénateur moyen, l'Américain moyen, ne veut pas l'admettre, ne veut pas se lever à la table du petit déjeuner et dire « Qu'avons-nous fait ?» Et nous continuons à nous en cacher. Larry, c'est Kash Patel, le cousin de Kash Patel. Elle a publié un message sur X.
C'est incroyable à lire. Elle dit que l'immigration légale est un énorme problème. Tu dois voir les commentaires sous sa publication. Regarde ton nom de famille. C'est insensé. Comme ils oublient vite. C'est incroyable. Je n'arrive tout simplement pas à digérer ce qu'elle a dit. Are you an immigrant? Are you an immigrant? Es-tu un immigrant? Ne sommes-nous pas tous des immigrants? Are we all immigrants? Larry, we've seen some videos. Larry, nous avons vu des vidéos montrant les générations les plus avancées de drones iraniens utilisés à la fois par la Russie et par l'Ukraine. D'un autre côté, j'ai vu des images tournées en Russie où ils testent des avions de chasse, et en arrière-plan, on entend des voix iraniennes. Si vous deviez évaluer l'état actuel des relations entre l'Iran et la Russie, comment les décririez-vous? The current state of the relationship between Iran and Russia, how do you describe it? I think it's a guarded relationship because of the Je pense que c'est une relation empreinte de méfiance à cause de l'histoire, et sans doute que vous connaissez cette histoire. Mais en même temps, l'Empire a forcé des pays à se rapprocher d'une manière que j'aurais jugée il y a 10 ans presque impossible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cela dans cette situation. Vous savez, la première discussion sur une alliance de défense, pour ainsi dire, c'était quelque chose comme « Eh bien, la Russie a dit qu'elle n'en voulait pas. Nous allions opter pour une sorte de traité de type article 5, mais ils n'en voulaient pas. Maintenant, je pense qu'ils l'ont obtenu. Et je pense que c'est la perfidie israélienne, la manière insensée, absolument illégale et atroce dont Trump et Israël se sont ligués. Et maintenant, nous savons que Trump était parfaitement au courant. that Trump and Israel ganged up. And now we know that Trump knew all about it. I think it's quite conclusive that we know Trump Je knew pense all about qu'il est assez évident que nous savons que Trump était parfaitement au courant, qu'ils savaient qu'ils allaient violer le dialogue en cours, qu'ils savaient qu'ils allaient tuer des gens, alors qu'ils avaient assuré aux Iraniens que le samedi, je crois, ils se réuniraient de nouveau avec Witkoff et ainsi de suite, et qu'il a ensuite laissé les Israéliens faire ce qu'ils ont fait. Cela, à mon avis, pousserait presque n'importe quel pays dans les bras de tout autre pays offrant son aide, surtout compte tenu des capacités de la Russie, même avec l'Ukraine. Nous sous-estimons la Russie en permanence dans ce pays. Je suis consterné par ce que j'entends dire de certains généraux et de certains amiraux, selon lesquels Poutine serait tellement accaparé qu'il ne pourrait rien faire d'autre. Je suis désolé. La Russie est un grand pays doté d'une puissance considérable. Elle possède aujourd'hui une armée très expérimentée. Elle a traversé un enfer absolu pour acquérir cette expérience. Merci beaucoup. C'est probablement l'une des meilleures armées au monde en ce moment. Surtout si l'on parle d'une puissance terrestre, d'une puissance continentale, ce qu'est la Russie. Et nous l'oublions à nos risques et périls. Ils n'ont une marine d'ailleurs, et une force sous-marine, que parce que nous avons une force sous-marine avec d'énormes bombes capables de tout faire sauter. C'est la seule raison. Ce ne sont pas une puissance maritime, ce sont une puissance terrestre. Et si vous les affrontez sur terre, vous allez vous faire écraser. C'est la vérité. Et si vous allez vous battre avec l'OTAN, ce sera principalement sur terre. Il y a quelques frontières maritimes, mais le combat se fera sur terre. Et voir un pays comme l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, ou l'un de ces petits minuscules États, se lever et dire « Cette mer Baltique m'appartient. Tu ne peux pas y entrer, Russie. » Tu as lu la Convention sur le droit de la mer récemment, mec. Tu es signataire de ce traité, au cas où tu l'aurais oublié. Tu l'as relu dernièrement. C'est absurde. Mais oui, l'Iran et la Russie ont désormais des intérêts communs. Et ces intérêts communs favorisent une relation qui pourrait probablement amener la Russie à un niveau de soutien dans une guerre contre Israël et les États-Unis aussi proche que possible. Et je suis sûr que Poutine ne le veut pas. Poutine ne le veut pas. Il ne veut pas d'une guerre avec l'OTAN. Je ne pense pas qu'il ait jamais voulu une guerre avec l'OTAN. Ces absurdités ont été inventées
par des idiots polonais et des idiots américains qui rivalisent de stupidité, ainsi que par des entrepreneurs de la défense qui adorent ce flux d'argent. Oui, je pense que la Russie s'allierait avec l'Iran. Je pense qu'il serait là en force, et je pense que la Chine soutiendrait cela avec probablement la base industrielle de défense la plus complète et la plus près de la planète. Celle de la Russie vient juste après à cause de la guerre. Mais la Chine dispose d'une base industrielle de défense qui reste là, inexploitée, comme la nôtre en 1939. Tu te souviens de Yamamoto? Après avoir attaqué Pearl Harbor, il a dit « Je crains que nous ayons réveillé un géant endormi et rempli son cœur d'une terrible détermination. » Eh bien, Yamamoto, en tant que capitaine, avait passé un certain temps aux États-Unis et il avait vu l'immensité de notre industrie. Il avait constaté la capacité de production de notre industrie. Il savait que si nous étions attaqués, le Japon devrait gagner en 6 mois. Gagner, c'est-à-dire simplement nous tenir à distance pendant qu'il faisait ce qu'il voulait pour obtenir du pétrole en Asie du Sud-Est. Et il savait que c'était probablement absurde, car une fois qu'ils auraient attaqué Pearl Harbor et tué 2400 personnes, ils ne pourraient plus nous tenir à distance. Mais il savait que ce qu'il faisait était une catastrophe. Il savait, typiquement japonais, vous savez, qu'il se suicidait. Il savait que son pays se suicidait. Mais c'était un marin loyal, et il a suivi les ordres. C'est exactement ce que vous feriez si vous attaquiez la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est les États-Unis de 1939. Oui. Larry, penses-tu qu'avec ce nouvel accord entre la France et l'Ukraine, où il parle des 10 prochaines années, et d'un autre côté l'Espagne qui soutient l'Ukraine avec 100 millions de dollars pour acheter des armes américaines à lui envoyer, vers où se dirige-t-on en Europe? Je veux dire, je parle de l'OTAN, mais de l'OTAN sans les États-Unis. Vont-ils affronter la Russie? Ou pensent-ils vraiment pouvoir affronter la Russie sur le terrain en Ukraine? Je pense que ce vers quoi nous nous dirigeons, Nima, c'est une situation longue, horrible, mais niable, au point que nous n'en éprouverons plus de remords. L'Ukraine pourrira sur place, et les Européens s'en serviront comme ils le peuvent pour affaiblir davantage la Russie. La Russie, de son côté, s'en servira, comme elle le peut, pour tuer des nazis. Je ne sais pas ce que cela signifie en termes d'ampleur de leurs actions. Prendront-ils Kiev? Descendront-ils du nord? Remonteront-ils du sud, dans un mouvement en tenaille pour tout boucler? Ou bien s'arrêteront-ils simplement, satisfaits de laisser la situation pourrir? Un pays à moitié détruit, et laisseront-ils les Européens tenter de le reconstruire, d'établir une sorte de garantie de sécurité, tout en gardant leurs forces en réserve et en empêchant les Européens de prendre l'avantage? Je ne pense pas que les Européens seraient assez incroyablement, ridiculement stupides pour essayer d'entrer en guerre avec la Russie. Mais la Russie, de son côté, serait, eh bien, pas autant, mais tout de même un peu stupide, de chercher à provoquer une guerre avec l'OTAN. Parce qu'alors tout se désagrégerait, que ce soit en termes de notre retrait ou du fait que nous n'aurions plus rien à voir avec eux de manière significative. C'est une situation vraiment mitigée en ce moment. D'un côté, il y a Ramstein, par exemple, qui est une installation américaine clé. Parmi les 800 installations à l'étranger que nous avons aujourd'hui, je placerai Ramstein dans le top 10. Elle sert de base de mobilisation et de centre pour acheminer les fournitures, le personnel, l'équipement, tout ce qui est nécessaire pour mener une guerre comme celle que nous pourrions avoir en mer de Chine méridionale. Et si vous pensez qu'il faut maintenir une présence en Asie du Sud-Ouest, j'aimerais qu'on s'en retire. Mais je ne vois pas comment nous pourrions le faire, surtout pas avec la situation actuelle là-bas. Ramstein est essentiel pour les deux théâtres. Et maintenant,
nous allons en construire une en Pologne. Sikorski dit que ce sera l'équivalent. Ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce simplement les Polonais qui veulent se donner de l'importance ou quoi? Sommes-nous en train d'envisager, et Poutine aussi puisque nous y pensons, une guerre avec la Russie? Et envisageons-nous non pas de quitter l'OTAN, mais d'être obligés, à contre-cœur certes, mais tout de même d'y revenir pour mener une guerre contre la Russie? Une guerre qui inévitablement se transformerait en guerre nucléaire. J'espère que non. J'espère que non. J'espère que ce qui va se passer, c'est que les Européens vont se réveiller lorsque ces nouvelles élections auront lieu, et elles auront lieu, et que ces gens seront renversés. Ils seront renversés. Par quoi seront-ils remplacés? L'AfD remplacera-t-elle Merz, par exemple? Un parti plus, disons, belliqueux remplacera-t-il Merz? Merz, mais pas tant en guerre avec la Russie qu'en guerre interne à l'Europe? Probablement. Je ne sais pas. J'espère que non. Mais je sais que les dirigeants vont changer. Je sais que lorsqu'ils changeront, il y aura un véritable moment de décision pour l'Europe et pour les pays qui la composent, qu'ils soient membres de l'OTAN ou non. Ce sera vraiment un problème à résoudre. Et l'Union européenne va probablement disparaître. Je ne vois pas comment ils pourront contrôler l'Union européenne si tout commence à s'effondrer. Alors, quelle est la meilleure approche pour les États-Unis? On m'a posé cette question l'autre jour, et j'ai répondu que j'essaierais probablement d'orienter les Européens, pas comme nous le faisons actuellement, mais de les orienter vers une architecture de sécurité européenne qui leur appartienne, indépendante de nous, sauf peut-être pour le parapluie nucléaire. J'irais même jusqu'à me débarrasser des armes nucléaires britanniques et françaises. Je les supprimerai. Elles sont de toute façon sans importance dans un véritable conflit nucléaire, et elles incitent les gens à faire des choses stupides. J'aime penser qu'en raison du poids de notre arsenal nucléaire, et c'est pareil pour la Russie, nous réfléchissons à 2, voire 3 fois avant de déclencher quelque chose avec des armes nucléaires. Après avoir regardé Starmer et Macron, je ne suis pas sûr de ressentir la même chose à propos de la France et de la Grande-Bretagne. Donc je m'en débarrasserai. Et voici ce qu'il faut faire dès le tout début. Il faut revenir à Anchorage et à ce qui a été discuté. Ce qui comprenait, et Poutine a été très catégorique à ce sujet dernièrement, que nous devons faire quelque chose, et le faire immédiatement à propos du nouveau traité START, celui qui expire en février. Il est prêt à le prolonger presque sur la seule parole de Trump pour 1 an. Puis nous devons commencer à travailler sur un nouveau régime de traité et intégrer tous les pays possédant des armes nucléaires dans ce cadre. Et comme je l'ai dit, avec la Grande-Bretagne et la France, se débarrasser de certains de ces États détenteurs d'armes nucléaires a du sens, car ils n'en ont pas assez pour vraiment peser, mais suffisamment pour poser problème. Alors, débarrassons-nous-en. Ne les gardons pas dans la panoplie. Je mettrai Israël dans la même catégorie. En ce qui concerne le Pakistan et l'Inde, ce serait un problème un peu plus difficile. Mais c'était bien l'objectif ultime du traité de non-prolifération, que tout le monde atteigne 0. Je ne crois pas une seconde que cela arrivera, mais travailler dans ce sens serait intelligent et cela donnerait aux gens quelque chose de positif à faire dans le domaine nucléaire plutôt que du négatif. Non pas construire des armes, mais s'en débarrasser. Allons-nous emprunter cette voie? Non, probablement pas. Nous allons plonger dans le chaos, et encore plus de chaos. Nous aurons une situation d'impasse en Ukraine, où les nazis d'un côté lancent des bombes en permanence, et les Russes de l'autre essayent d'empêcher ces bombes de causer trop de dégâts. Et personne ne reconstruit vraiment l'Ukraine, parce que nous sommes tous fauchés et n'avons pas l'argent pour la reconstruire. Nous avons donc un cas désespéré au cœur de l'Europe, et c'est nous qui l'avons rendu ainsi. Cela n'avait pas besoin d'être le cas.
Quand Boris est allé à Istanbul et en notre nom a dissuadé Zelensky de signer cet accord, qui lui aurait laissé la majeure partie de l'Ukraine, nous aurions pu avoir une situation convenable. Ça aurait été, vous savez, perturbé tout le temps par les nazis et d'autres, mais nous aurions probablement pu vivre avec ça. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans une situation très différente. Une situation qui favorise surtout les entrepreneurs de la défense et leurs actionnaires qui s'enrichissent, ainsi que des généraux stupides prétendant qu'ils peuvent battre la Russie, que la Russie est un tigre de papier et des gens idiots partout en Europe à propos de la situation. Nous sommes dans un chaos total. Et pour moi, m'asseoir ici et vous dire qu'il existe un moyen d'en sortir sans beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, beaucoup de combats et un risque élevé de guerre nucléaire serait malhonnête. C'est un chaos. Larry, Y a-t-il une différence quand on observe le comportement des États-Unis et celui des Européens en Ukraine, en ce qui concerne la présidence de Zelensky? Il me semble que les États-Unis veulent que Zelensky soit écarté du pouvoir, à cause de la corruption et de tout cela. Mais d'un autre côté, les Européens font un excellent travail pour tenter de contrer cela. Je pense que tu as raison à propos du courant sous-jacent. Je ne crois pas que Trump perde le sommeil à cause de ça. Mais je pense que les gens, s'il en reste, qui réfléchissent encore et essayent d'aborder les problèmes du monde de manière stratégique, aimeraient voir Zelensky partir. Et j'aimerais que les Ukrainiens s'en chargent et qu'ils règlent la question comme ils l'entendent. Le problème, là-bas, ce sont ces nazis. Ils vont vouloir une grosse part de ce gouvernement de remplacement, tu sais. Et je ne crois pas qu'on puisse jamais vivre avec eux. Vraiment pas. Poutine a raison là-dessus, je pense. Il constitue un facteur très discordant au cœur de l'Europe. Hélas, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas si longtemps, hélas, que nous nous en étions pas débarrassés en 1945. Eh bien, nous étions trop occupés à les embaucher pour venir travailler aux États-Unis. En c'est décidé Bright. Oui, merci beaucoup, Larry d'Avexnu, aujourd'hui. Un grand plaisir. Nous avons parlé de tout et de rien. Oui, de tout et de rien. Nous n'avons même pas eu le temps d'aborder Candace Owens. Mon YouTube la met presque chaque matin en première position. Alors, boum, je l'écoute. Cette femme est vraiment bien organisée, vraiment. Et elle attaque sur tous les fronts. Oui, exactement. Elle cause des dommages irréparables à beaucoup de personnes vraiment haineuses, et ça me va très bien. Je pense qu'elle pourrait éliminer Ben Shapiro du paysage des talk shows. Ils n'ont pas la base, Larry. Ils ne l'ont tout simplement pas. Shapiro, Mark Levin, tu vois, ils n'ont rien de comparable à ce que Tucker Carlson et Candace Owens ont. Ils bénéficient d'un large soutien de la base républicaine, des gens qui ont voté pour Donald Trump. C'est là le problème. Je pense que dans le cas de Charlie Kirk, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Tucker Carlson s'apprêtait à monter sur scène pour parler d'Israël. Et Charlie Kirk est venu le voir et lui a dit « Vas-y Max, attaque-les autant que tu peux ». Ils ont vu que Charlie Kirk les abandonnait, et c'est pour ça qu'il a été à Larry King. Je pense qu'ils l'ont tué. Oui, je le pense. Je crois qu'ils l'ont tué, directement ou indirectement. Et quand quelqu'un me regarde et me dit que Netanyahou ne ferait pas ça, j'ai envie de rire, puis j'ai envie de pleurer. C'est le plus grand assassin de la planète. Il a probablement ordonné plus d'assassinats que quiconque au XXIe siècle. Et ensuite, il y a des gens dans ce pays qui disent qu'ils voteraient pour lui comme président des États-Unis. Et je regarde ces gens et je me dis, qui diable êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé ici?
Merci beaucoup, Larry. Toujours un grand plaisir. À vendredi. Friday. D'accord, prends soin de toi. Prends soin de toi. Aloha. Exactly. Exactement. Au revoir.